Un réacteur qui a fait exploser le budget. Un gratte-ciel qui a mis des décennies à sortir de terre. Un métro creusé à 50 mètres sous une ville historique. En 2026, la France entre dans l'un des moments les plus importants de son ingénierie récente. En cinquième place, on retrouve l'extension du RERE, le projet EOL. Le sigle veut dire Est-Ouest Liaison Express et l'objectif est clair, amener le train express régional du centre de Paris jusqu'à l'extrême ouest de l'Île-de-France, en dépassant la limite historique de la ligne. Inaugurée en 1999, elle avait pour terminus la gare Haussmann-Saint-Lazare, en plein cœur de la ville. À partir de 2016, un chantier monumental a creusé un tunnel de 8 km sous le tissu urbain le plus dense d'Europe, en passant sous des fondations centenaires et en croisant des réseaux accumulés depuis le Second Empire. La première phase a été livrée en mai 2024, avec 3 nouvelles gares, Porte-Maillot, La Défense et Nanterre-La Folie. La deuxième et dernière phase prolonge la ligne sur 47 km supplémentaires jusqu'à Mantes-la-Jolie, en intégrant 10 gares du réseau transilien et en connectant directement des zones qui étaient jusque-là isolées. Les essais avec des trains de nouvelle génération ont déjà commencé sur le tronçon entre Houille et Épône. Le coût total du projet EOL atteint 5,4 milliards d'euros. Une fois achevé, le RERE transportera 650 000 passagers par jour, soit quasiment le double des 370 000 actuels. Le trajet entre Mantes-la-Jolie et La Défense passera de 55 minutes à 40 minutes, réduisant l'un des principaux goulets d'étranglement de l'axe ouest. Mais l'impact le plus significatif ne se limite pas à la ligne elle-même. On prévoit que le RERE absorbe 15% des passagers du RERA entre Châtelet et La Défense, soulageant ainsi la ligne la plus saturée d'Europe. Et 12% des passagers des RER B et D entre Châtelet et Gare du Nord devraient eux aussi basculer. Concrètement, ça fonctionne comme un système de vases communicants. En ouvrant un itinéraire alternatif, la pression se redistribue sur l'ensemble du réseau. Les trains RER-NG atteignent 120 km/h et utilisent le système Nexteo, ce qui permet jusqu'à 28 trains par heure sur le tronçon central, soit environ un train toutes les 2 minutes en heure de pointe. En quatrième place, le nouveau CHU de Nantes, baptisé Loire Santé. À 500 km de Paris, dans la ville de Nantes, un autre type de construction redéfinit ce que ça veut dire de bâtir un hôpital au XXIe siècle, tout en marquant la transformation de l'île de Nantes, une ancienne zone industrielle de chantier naval. Le complexe s'étend sur 10 hectares et répartit ses services dans 13 bâtiments reliés entre eux par 20 passerelles couvertes. La surface totale construite atteint 230 000 m². L'investissement s'élève à 1,25 milliard d'euros. L'hôpital va regrouper sur un seul site toutes les activités d'hospitalisation de courte durée, de chirurgie et d'obstétrique qui sont aujourd'hui dispersées entre 2 hôpitaux éloignés l'un de l'autre en centralisant les opérations critiques. On parle de 57 blocs opératoires et d'un centre d'imagerie médicale de dernière génération. Le concept architectural, signé par le cabinet franco-belge Art & Build, rompt avec l'hôpital monolithique des années 70. Au lieu d'un bloc unique, le projet distribue des pavillons autour de places paysagères, avec des vues sur la Loire et de la lumière naturelle dans la quasi-totalité des espaces, en suivant le principe de l'hôpital qui soigne aussi par son cadre. La durabilité structure elle aussi le projet. Le CHU utilise la géothermie pour le chauffage et la climatisation, du béton bas carbone et des panneaux photovoltaïques en toiture. La livraison des bâtiments est prévue pour fin 2026, suivie de plusieurs mois d'installation et de tests avant l'ouverture en 2027. En parallèle, 3 nouvelles lignes de transport en commun, 2 tramways et un couloir de bus électrique sont en cours de construction pour garantir une desserte complète dès le premier jour. Le chantier emploie actuellement 1000 ouvriers et, au plus fort de l'activité, on a compté jusqu'à 15 grues en fonctionnement simultané en plein centre-ville. En troisième place, à 3 Paroisse la Tour Triangle, le gratte-ciel qui défie plus de 50 ans de conservatisme urbain parisien. C'est le premier immeuble de cette envergure à l'intérieur du boulevard périphérique depuis l'inauguration de la tour Montparnasse en 1973, soit plus de 50 ans sans nouveau gratte-ciel, ce qui donne la mesure de ce que représente ce projet. Conçu par le cabinet suisse Herzog et de Meuron, les mêmes qui ont signé le stade Nid d'Oiseau à Pékin et la Tate moderne à Londres, la tour a une forme trapézoïdale. Vue de face, elle paraît large et imposante. De profil, elle est fine comme une lame, une solution qui réduit l'ombre portée sur les quartiers voisins et diminue la prise au vent. Essentiel pour un bâtiment de 42 étages entièrement habillé de verre.
L'investissement atteint 700 millions d'euros. La tour va accueillir des bureaux pour 5000 salariés, un hôtel Radisson Blu de 128 chambres, un centre de conférences, des surfaces commerciales, une crèche, un centre médical et un observatoire panoramique au sommet, en concentrant de multiples fonctions dans un seul volume vertical. La construction est assurée par le groupe belge Besix, qui a participé au Burj Khalifa à Dubaï, et la livraison est prévue pour le second semestre 2026. Mais le chemin a été long pour en arriver là. Le projet a été annoncé en 2008, rejeté en 2014, approuvé de justesse en 2015, contesté en justice et n'a vraiment commencé à sortir de terre qu'en 2021, après le financement d'AXA. 13 ans entre l'annonce et la pose de la première pierre, preuve que changer la skyline de Paris est aussi difficile que de creuser son sous-sol. Une fois achevé, ce sera le 3e bâtiment le plus haut de la ville derrière la tour Eiffel et la tour Montparnasse. La différence, c'est le parti pris. La façade bioclimatique en verre a été pensée pour fragmenter la silhouette contre le ciel en créant un effet de dissolution dans la lumière, tout le contraire du bloc sombre qui a fait de la Montparnasse l'un des immeubles les plus critiqués d'Europe. En deuxième place, le réacteur nucléaire de Flamanville 3, l'EPR, qui a mis près de 2 décennies à sortir de terre. L'histoire commence sur la côte normande, où un projet prévu pour 54 mois s'est transformé en le chantier nucléaire le plus long et le plus cher de France, montrant dès le départ que ce ne serait pas une construction ordinaire. Flamanville 3 est un réacteur de type EPR, la génération la plus avancée de réacteurs à eau pressurisés en service. Sa puissance de 1650 MW suffit à alimenter une ville de 2 millions d'habitants. Les travaux ont démarré en décembre 2007 avec une mise en service prévue pour 2012 et un budget de 3,3 milliards d'euros. Aucune de ces prévisions ne s'est vérifiée. Au fil des années, les problèmes se sont accumulés comme des couches géologiques. Des défauts de qualité dans l'acier de la cuve, des fissures sur des composants forgés au Japon et des écarts sur les soudures du circuit secondaire ont imposé la reprise de 53 points, dont 8 à l'aide de robots télécommandés. Chaque défaut ajoutait des mois, voire des années au calendrier, et des centaines de millions au coût, créant un effet boule de neige. Le budget final a dépassé les 13 milliards d'euros, soit 4 fois l'estimation initiale. Le réacteur a été raccordé au réseau en décembre 2024 et a atteint 100% de puissance en décembre 2025. L'exploitation commerciale à pleine charge se déroule tout au long de 2026, avec un premier arrêt programmé pour maintenance et remplacement du couvercle de la cuve en fin d'année. Flamanville 3 est le premier réacteur neuf en France depuis 23 ans. Le précédent, Civaux 2, est entré en service en 2002, mettant fin à une lacune critique pour un pays qui tire environ 67% de son électricité du nucléaire. Son achèvement rouvre la voie au programme de 6 nouveaux réacteurs EPR2 à un moment où la sécurité énergétique est revenue au cœur des décisions en Europe. À lui seul, le réacteur est capable de produire environ 4% de toute l'électricité française. Concrètement, ça revient à alimenter l'ensemble des foyers d'une ville comme Marseille pendant une année entière, une échelle qui montre l'impact d'une seule structure de béton et d'acier posée sur la côte de la Manche. Et en première place, s'en passe le plus grand chantier d'infrastructure en cours dans toute l'Europe, donc le Grand Paris Express. L'histoire part d'un constat gênant. Pendant plus d'un siècle, la quasi-totalité des lignes du métro parisien convergeait vers le centre. Quelqu'un qui vivait en banlieue et devait se rendre dans une autre ville de banlieue était obligé de traverser tout Paris pour ensuite revenir, créant des déplacements absurdes. Un habitant de Noisy-Champs qui devait rejoindre Pont-de-Sèvres mettait presque 1 heure alors qu'il n'y a qu'une trentaine de kilomètres. La solution proposée au début des années 2010 a été radicale. Créer un anneau autour de Paris, reliant banlieue à banlieue sans passer par le centre. C'est comme ça qu'est né le Grand Paris Express. 200 km de voies, 68 gares, 4 lignes inédites et un budget de plus de 36 milliards d'euros. Ce qui rend le projet extraordinaire, ce n'est pas seulement l'échelle, c'est la profondeur. Contrairement au métro historique, creusé à 10 mètres, les nouvelles lignes passent entre 30 et 50 mètres, en évitant plus d'un siècle de canalisation, de câbles, de fondations et de catacombes. 20 tunneliers, chacun long de 100 mètres, ont avancé en moyenne de 10 mètres par jour, transformant le sous-sol en un chantier continu. La gare la plus profonde, Saint-Maur-Créteil, descend à 52 mètres, la plus profonde de France. En 2026, 2 livraisons entrent au calendrier. La ligne 15 Sud, avec ses 33 km et 16 gares,
relie Pont de Sèvres à Noisy-Champs. Les trains automatiques, fabriqués par Alstom, ont une capacité de 960 passagers et la ligne devrait dépasser le million de voyageurs par jour. De son côté, le tronçon entre Massy-Palaiseau et Saclay sur la ligne 18 entre en service à l'automne 2026 en connectant Orly à l'un des principaux pôles technologiques du pays. Chaque rame transporte jusqu'à 350 passagers et intègre 20% de matériaux recyclés. La gare de Saint-Denis-Pleyel, inaugurée lors des Jeux Olympiques de 2024, sera le hub principal du réseau. 4 lignes s'y croisent, avec des quais à 28 mètres de profondeur répartis sur 9 niveaux. Primée parmi les 7 plus belles gares du monde par le prix Versailles 2025, elle incarne le nouveau standard du système. Mais l'impact réel, c'est l'intégration avec 29 lignes existantes, créant un réseau qui redéfinit le temps dans la région. Des trajets de 51 minutes tombent à 10 minutes et des parcours de 48 minutes avec correspondance se font désormais en 11 minutes, en direct. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces chantiers qui sont en train de transformer la France ? Dites-le en commentaire. Ici, c'est la chaîne La Grande Construction. Laissez un like, abonnez-vous et allez voir la vidéo précédente.